honorée d'ouvrir cette séance d'après-midi et d'avoir l'occasion de partager avec vous ce qui m'anime depuis 20 ans maintenant. Donc je me présente, je suis paysagiste et urbaniste de formation. J'ai eu l'immense chance d'étudier à l'école du paysage de Blois pendant 5 ans, ce qui a grandement participé à façonner ma façon de concevoir le paysage de façon assez large, très ouverte et surtout intégrée dans une société et dans une culture. Et j'ai ensuite complété mon apprentissage par un master à Sciences Po Paris pour comprendre mieux la fabrique de la ville. Et avec le temps, en autodidacte, je me suis ajouté quelques nouvelles casquettes, et notamment celle d'exploitante et de gestionnaire forestière, mais aussi, pour le dire simplement et rapidement, celle d'artiste, ou en tout cas, je suis de plus en plus sollicitée pour travailler dans des cadres qui sont plus issus du milieu du monde de l'art. Et si pour moi toutes ces disciplines forment un grand tout absolument cohérent, n'est-ce pas, ce n'est pas forcément une évidence et ça demande peut-être un peu d'explication pour comprendre comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui fait que je m'attache à tirer toutes ces ficelles, et c'est ce que je vais faire pendant le temps qui m'est imparti, en déployant les différentes étapes de mon parcours à travers des projets qui me semblent être représentatifs. Avant ça, j'avais juste envie de vous projeter quelques images qui me sont chères pour vous embarquer dans mon imaginaire, si j'y arrive, et partager avec vous ce qui me semble être une des plus belles choses du monde, c'est-à-dire le jardin. Donc peut-être que j'exagère un petit peu, mais c'était juste, il me semble que néanmoins le jardin peut être très bavard et raconter beaucoup de choses sur notre rapport au monde, et c'est ce qui finalement me passionne depuis autant d'années. J'ouvre du coup cette séance avec des images de Derek German, de son jardin qui s'est attaché à cultiver pendant les dernières années de sa vie sur une côte aride du Kent, entre une centrale nucléaire et un bord de mer. Et on voit que néanmoins il a réussi à cultiver toute une diversité de plantes auxquelles il vient accoler une série d'objets un peu totémiques, comme pour leur porter chance, qui ont une certaine puissance esthétique. Et on retrouve aussi cette puissance et cet attachement dans le jardin de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, puisque le jardin, selon moi, touche à la fois à l'intime et à l'universel. Le jardin, c'est aussi le passage du sauvage et au domestique. Et c'est aussi avec ces grands actes de jardinage que nous avons façonné tous nos paysages, propres à chaque géographie. Et pourtant, à aucun moment, les jardins ne sont figés, ils sont en perpétuel mouvement, toujours tendus vers un retour possible à la forêt. Et ici, on voit un grand parc de la Renaissance italienne, un des plus extravagants, qui a été abandonné pendant plusieurs années et qui devient le terrain de jeu d'un berger. Et finalement, le jardin est un espace temporel en soi, un espace éphémère. Et il y a aussi des moments comme ça dans l'histoire de l'humanité où, par des moments de grâce, notre culture rentre en résonance avec nos paysages, ils s'augmentent l'un à l'autre et forment une sorte d'alliance où éclatent la poésie et la beauté. Enfin, quelques images de certains artistes qui ont décidé de capturer cette beauté éphémère en faisant de l'image du jardin, une œuvre d'art à part entière, une œuvre en soi. Ici, on a une image du duo d'artistes Bruno Barabi. On a également des collages du jardinier et artiste Peter Hutchinson, américain. Et enfin, des collages de vues de paysages de Yves Brunier, cher à mon cœur également. Et c'est à la fois cette beauté et cette complexité, cette justesse que je n'ai pas eu envie de perdre en exerçant mon métier et que je garde, ou en tout cas je m'applique à garder comme horizon. Et j'ai assez vite compris qu'il allait falloir sortir un peu des cadres tels qu'ils étaient imaginés, ou tout du moins en inventer d'autres,
pour aller à leur recherche, et que ce n'était pas en restant assise derrière mon ordinateur que j'allais moi-même peut-être un jour cultiver cette poésie. Un des projets qui m'a beaucoup questionné, qui a fait évoluer ma pratique du paysage, est celui de la valorisation de la vallée de la Vilaine, qui a été commandité par Rennes Métropole. Et c'est un projet que j'ai démarré au sein de l'agence Terre, dans laquelle j'ai travaillé pendant les premières années de ma carrière professionnelle. Il s'agissait d'une portion de territoire d'une trentaine de kilomètres de long, qui partait des portes de Rennes jusqu'au sud de la métropole. Et sur une échelle aussi vaste, je me suis appliquée à développer une approche plutôt immatérielle autour du paysage, dans l'idée effectivement de le comprendre mieux et de l'aménager moins, et plutôt de transmettre des outils de lecture et de compréhension de sa formation, de son histoire, de son fonctionnement, plutôt que de dérouler des propositions d'aménagement qui auraient été, à mon sens, forcément hors sol. J'ai donc mis en œuvre des outils d'appropriation du paysage qui sont passés par des grandes marches collectives, des randonnées à vélo, des travaux de cartographie, des supports d'interprétation, qui ont également été rendus possibles avec une collaboration assez fructueuse avec la coopérative d'urbanisme culturel Questa, basée à Rennes également. Et donc je passe quelques images de cette expérience de marche expédition collective dans ces paysages que j'appelle ordinaires de la vallée de la Vilaine, ces travaux cartographiques qui ont ensuite permis d'éditer un ouvrage, un guide de randonnée à travers la vallée de la Vilaine. Toute une série de travaux autour travaux d'interprétation des paysages. Ici, vous voyez une exposition qui a été itinérante le long de la vallée de la Vilaine et qui s'adonnait du coup à attacher la lecture du paysage de cette vallée. Et encore ces travaux d'interprétation sur différents types de supports qui sont venus comme ça jalonner la vallée de la Vilaine dans l'idée de retracer leur histoire. Et que peut-être en les comprenant, on s'y attacherait plus. Voilà, tel était le pari à ce moment-là. Avec également tout un travail d'appropriation qui est passé plutôt par un public avec des écoles et des enfants. J'ai ensuite décidé, en tout cas je me suis attachée à déployer ces nouveaux médiums, qui n'étaient pas les premiers dans cette pratique de mon métier de paysagiste, dans d'autres contextes et dans d'autres directions, avec la cartographie avant tout, qui s'est déployée à différentes échelles, et qui m'ont permis aussi également d'explorer le sous-sol, ici le massif granitique de la vallée de Becherel, ici la forêt de la Mayenne. Et au fur et à mesure, je me suis mise à y ajouter une couche de fiction où l'interprétation réelle et la fiction venaient comme ça se percuter. Il y a également le médium de la photographie, donc la photographie argentique que j'associe souvent au dessin, qui me permet de mener des inventaires de paysages sur les différents territoires de projets que je peux avoir, et qui finiront peut-être par constituer une sorte de collection à l'échelle de la Bretagne et de ses départements limitrophes, puisque je concentre mon activité de façon très locale. Je suis aussi amenée avec le temps à concevoir des objets, des sculptures qui sont situées dans le paysage et qui suscitent des actions, des protocoles, des gestes qui mobilisent des habitants et des habitantes d'un territoire. Ici, quelques images d'une collaboration avec l'artiste plasticienne Sophie Cardin dans la baie d'Illion, où on est venu imaginer un langage qui était déployé par les habitants au fur et à mesure des événements de la baie d'Illion. Et il y a aussi des occasions où ces médiums fusionnent. Là, je vous donne l'exemple d'une résidence que j'ai pu mener dans un lieu culturel qui s'appelle le Café Marilène à Kermouster, à côté de Morlaix, où j'ai décidé
de m'intéresser à une rivière qui prenait source dans l'arrière-jardin du café et qui allait se jeter dans l'anse du Dibène. Et il se trouve donc que cette rivière, qui n'a pas de nom, j'ai fini de l'appeler par la rivière sans nom, en la parcourant, j'ai été assez surprise par toute forme étonnante dans le paysage qui s'apparentait à des formes d'anciennes carrières dont je n'arrivais pas à comprendre l'origine. Et en creusant un peu la géologie de plus près, je me suis aperçue que le café était en fait assis sur des filons de quartz à cuivre éteint et qui ont été explorés à plusieurs reprises dans l'histoire et ont fini par causer de lourdes pollutions dans les sols et les cours d'eau, et qui ont d'ailleurs fini par être interdites. Mais l'ironie du sort, c'est que la collectivité avait récemment entrepris de très lourds travaux de restauration écologique de cette fameuse rivière sans nom, et qu'en 2023, du coup à la veille de ma résidence, il y a eu finalement un important accident phytosanitaire de l'agroalimentaire qui a fini par déverser des polluants dans cette même rivière. Et j'ai vu ça comme une sorte d'acharnement du sort pour cette rivière sans nom, et j'ai inventé un rituel pour lui demander pardon et fédérer une communauté de gardiens des sources. J'ai donc commencé à raconter mes enquêtes sur le paysage sous forme de récits où le réel se mêle à la fiction. Et donc là, je vous le raconte un peu de façon très raccourcie et comme de façon presque un peu anecdotique, mais en réalité, je prends ça assez au sérieux parce que je suis assez convaincue que par les histoires qu'on nous raconte ou les expériences qu'on vit, on peut se reconnecter à nos paysages comme on le faisait autrefois à travers certaines traditions populaires ou par des légendes associées à des lieux. J'ai donc avec moi tout un corpus d'outils immatériels, mais j'avais aussi très envie, à un moment de mon parcours, de moi-même façonner le paysage et d'avoir un ancrage concret dans celui-ci, d'être une actrice de ce territoire et surtout d'approfondir mes connaissances sur le vivant, en être intimement liée. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en m'intéressant à ce qui me plaît d'appeler notre premier paysage, à savoir la forêt. Il se trouve que j'ai réussi, avec un heureux alignement de planètes, à devenir propriétaire d'une vingtaine d'hectares de forêt à Bourg-des-Comtes, où poussent des chênes, des châtaigniers, du douglas, des hêtres et plein d'autres essences. Et j'ai entamé un projet expérimental d'exploitation forestière en filière courte et en distribution locale avec mon compagnon qui est charpentier. On y applique des méthodes qu'on appelle de sylviculture mélangée à couvert continu et on assure toutes les étapes du travail, de l'arbre à la poutre, en passant par la gestion forestière, le bûcheronnage, le débuscage, le débardage, la transformation et la vente sur place de bois de charpente et de menuiserie de haute qualité. Donc je fais défiler quelques photos pour que vous puissiez rentrer dans cet univers de la forêt à Bourg-des-Comtes. Voilà, on peut dire que cette expérimentation prend la forme d'une activité paysanne qui répond à des enjeux d'autonomisation de la ressource et qui permet d'ouvrir des imaginaires sur une production de bois qui sortirait des logiques industrielles qui malheureusement se répercutent aussi sur nos paysages. Donc là, je passe des images d'un tout autre registre. Ce projet d'expérimentation s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus globale à l'échelle de la France, où des projets un peu similaires voient le jour, qui sont fédérés par un réseau qui s'appelle le Réseau des alternatives forestières, l'acronyme c'est le RAF, qui est, ceci dit, plus dynamique, ou en tout cas qui a été plus dynamique, il est à l'origine plutôt issu du sud-sud-est de la France, et ça s'explique assez simplement, puisque bien sûr le Grand Ouest est assez peu doté de forêts. En effet, il y a une vocation agricole qui prime dans notre secteur géographique, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des régions montagnardes de la France où l'agropastoralisme a du coup permis
permis le retour de la forêt dans ces régions. En Bretagne, on est resté sur une image un peu d'Épinal, de la forêt de Brocéliande, des sabotiers en forêt, et plutôt l'enjeu se situe sur la question de la haie, avec tous les enjeux autour du remembrement qui ont beaucoup plus mobilisé que la forêt en elle-même. Cette expérimentation forestière est aussi devenue une expérimentation artistique, car j'ai eu la chance d'être sollicitée par le Centre d'art contemporain de Rennes, la Criée, qui m'a proposé d'être en résidence pendant une année dans ma propre forêt, et qui m'a permis de, déployer une recherche à la fois formelle et littéraire autour de la question de la régénération naturelle. En effet, l'année de la résidence, de cette résidence avec la Criée, c'est aussi l'année de la tempête Ciarán, que j'imagine vous avez aussi en mémoire, qui est venue s'additionner à des problématiques en forêt déjà fortement présentes dans mon département, donc en Ille-et-Vilaine, puisque l'encre est fortement présente et qu'elle soulève des questions assez vastes sur le positionnement à adopter face à cette situation, sur le besoin d'intervenir ou non dans l'assistanat à la régénération, bien qu'on soit convaincu que la forêt elle-même est plus efficace que nous pour le faire. Et du coup, j'ai entamé, non sans humour, la fabrication de toutes sortes d'objets de protection des semences. Ici, vous avez un objet qui s'appelle le bouche-trou, qui est en fait un exosquelette à glands remarquables, qui permet de protéger par sa coque les glands que je me suis adonné à semer pendant cette année, à les protéger des rongeurs. Et j'ai aussi également imaginé toute une série de protections de la régénération à l'intérieur de la forêt par le tissage de ce que j'appelle des loges ou des cabanes. Et je regarde le temps parce que je sais qu'on est pressé, mais je suis au top. Donc je me permets juste de faire une petite aparté avec la lecture d'un des textes que j'ai pu écrire pendant cette résidence. Ça n'a pas duré très longtemps, ne vous inquiétez pas. Je cherche partout ton visage, comme l'enfant par le loup et aux rivières. Il en reste ici des fragments, entre ciel et terre, qui s'effondrent dans un silence assourdissant, tel un immense château de cartes. Ce tarot aérien prédirait-il la fin du monde, en même temps que meurent les abeilles, se couchent les arbres, que l'aube et l'enfant tombent au bas du bois? L'hiver est un peu dur ici. Il n'existe pas vraiment d'ailleurs. Il n'est ni de gel, ni de glace, il est debout. Une boue laborieuse qui colle lourdement aux bottes et fatigue inutilement mes membres. Une boue qui inonde nos cours, nos prés, nos chemins, jusqu'à même se glisser sous les portes et pénétrer nos intérieurs déjà humides. La confusion avec la boue qui sort des postes de radio est saisissante en cette période trouble. As-tu déjà imaginé que la prochaine saison ne revienne finalement jamais? Les arbres ne tiennent plus les tempêtes. Ciarán les a couchés. Ils laissent derrière eux de grands trous de terre et de pierre. Une nouvelle part de ciel déchire la dernière voûte. En pénitence, je pars alors folle dans un dernier espoir à la recherche de ta suite et collecte la semence des géants. Hors de ma pensée, l'idée de me procurer ni des plants ni des graines par le truchement d'un pépiniériste qui romprait l'ultime poésie. L'idée d'orchestrer une filiation collaborative de ces monuments et d'œuvrer pour le prolongement de leur vie déjà si immense m'apparaît magnifique malgré tout. Je récolte leurs graines, les dépouille, les trempe, les trie, les compte. J'extrais la pulpe des fruits charnus et les transforme en pâte sucrée pour ne rien perdre, avec la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Au Japon, il existe un mot pour désigner cette nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Nagori. Ce même mot peut évoquer également le dernier verre que l'on boit avec l'ami au soir de la séparation, dans l'émotion de la nostalgie. Et je fais le pari artisanal du semi-direct au milieu de la forêt. Rien ne garantit le résultat de cette pratique fort peu documentée, mais je serai quoi qu'il en soit heureuse d'avoir participé à la haute entreprise expérimentale qui est de savoir encore
faire pousser des arbres, simplement, quand l'humanité, courant à sa perte, verra disparaître tout à la fois les containers, les camions transporteurs, les frigos, l'arrosage automatique, et par là même, les ouvriers subordonnés. Je tisse des cabanes pour protéger les semis, des loges de brins de saule et de noisetiers. Je les surmonte de couronnes d'épines, de ronces, de poiriers sauvages et de houx. Puis, au bout de ma patience, les pieds dans la boue, au fond du trou, je le fais comme s'il était possible qu'il n'advienne plus jamais. Je fais le vœu du retour du printemps. Comme s'il était possible que cet hiver de pluie, de tempête et de boue soit une saison sans fin, éternelle, tel un cauchemar funeste. Que la dernière plante poussée ici-bas soit le champignon monstrueux de la négation éternelle. Je fais le vœu que l'eau, qui gorge aujourd'hui les sols, monte puissamment inspirée jusqu'au sommet de chaque arbre, qu'elle gonfle alors chaque bourgeon, au bout de chaque rameau, jusqu'à l'explosion éclatante et lumineuse. Je fais le vœu que chaque graine plantée dans le sol ait supporté cet engorgement terrible, qu'elle résiste avec force à la tentation d'une pourriture molle et moribonde, et qu'elle lève malgré tout sa dormance pour s'animer de toute sa puissance dans le jaillissement d'une perpétuelle éclosion. L'hiver n'aurait-il finalement pas plus de fin que le printemps n'a de commencement? C'est alors qu'un jeune bouleau s'incline plus qu'il ne faut. Il est gonflé de sève. Il passe le mot à des buissons d'ajonc, à un malisier, à un érable, à un petit chêne. Et puis de là, le mot s'envole. Partout, des bourgeons s'ouvrent, c'est comme la lumière de plusieurs lunes. De tous les côtés, on voit les profondeurs magiques de la maison du monde. Le commandement de vivre vient de toutes parts dans la hâte universelle. Serait-ce le commandement nietzschéen de la mort fati, amour du chaos et du devenir tout à la fois? Le vent se fait attendre, puis il vient. Et alors, partout je vois ton visage dans l'embryon et comprends, au bout de mon voyage dans la nuit, que tu me soignes. Et la seule question que j'ai à te poser, ce n'est plus quelle est ta figure et quels en sont tes contours. La seule question que j'ai à te poser, c'est quelle est ta puissance? C'est-à-dire, jusqu'où iras-tu? Alors que l'aube et l'enfant tombent au bas du bois et qu'une nouvelle part de ciel déchire la dernière voûte, la forêt chante pour la première fois de long. Rien n'est vraiment mort, ni vraiment vivant. Voilà, c'était un petit peu long quand même, hein, mais je l'ai fait. Ça vous donne juste une idée de ce qui m'anime et ce pourquoi je décide aussi de faire des pas de côté à des moments dans mon parcours du paysage et avec ma plus grande passion, retourner au jardin avec des outils qui sont un peu différents. Et là, je finis, parce qu'il me reste très exactement 4 minutes, je finis avec ces images du jardin du presbytère que j'ai eu l'immense chance de réaliser à Breteil, du coup, juste à côté de Rennes. C'est un jardin de centre-bourg, assez petit, mais très central dans le village, dans lequel j'ai eu aussi l'immense chance de pouvoir mettre en œuvre des bois qui étaient issus de ma forêt pour le mobilier. Et là, vous voyez quelques images du chantier. Le chantier qui a été quasiment entièrement réalisé en régie avec la commune, enfin avec les services techniques de la commune de Breteil. Il y avait vraiment un souci d'économie financière sur ce jardin-là. Et on a étroitement collaboré depuis le début de la conception avec les services techniques et réussi à mettre en œuvre un jardin, en tout cas moi dont je suis très satisfaite et je pense que les habitants aussi, avec une économie de moyens et de ressources et puis une attention très particulière à la provenance des matériaux. Et là vous voyez quelques images du coup de ces grandes séries de tables et de bancs, cette assise circulaire. Au passage aussi peut-être une petite note sur la question des plantations où vraiment l'ensemble, déjà il y en a très peu, en fait c'est plutôt une gestion différenciée avec différents types de fauches, et les plantations qui ont été menées sont plutôt issues soit de collecte de graines, ce qui est un peu
d'infiltration, de semis et de bouturage qui ont aussi permis de faire des économies substantielles. Voilà, et tous les aménagements réalisés avec du bois issu de cette filière locale de Bourg-des-Contes. Voilà, je laisse la parole à mes très chers collègues et j'espère voilà, vous avoir donné un petit aperçu de